Ce podcast est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors bonjour, aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut sembler loin de la croissance des ventes, mais qui est directement relié, le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi c'est relié à la croissance des ventes? Ben, si on manque de main-d'œuvre, ben, on peut manquer des opportunités, donc ralentir sa propre croissance. Alors aujourd'hui, on accueille Marie-Hélène Robert. Salut Marie-Hélène. Salut. Marie-Hélène est experte en ressources humaines. Peut-être nous expliquer un petit peu ce que tu fais, qu'est-ce que ça mange en hiver. Alors oui, je suis une experte en ressources humaines spécialisée auprès des PME qui sont généralement en croissance parce que mon créneau est très spécifique. Moi, dans le fond, j'accompagne les PME qui n'ont pas encore la masse critique pour justifier l'embauche d'un consultant ressources humaines à temps complet dans leur équipe, mais qui ont besoin de se structurer, de mettre en place des bonnes pratiques, à les mettre une bonne base. Mon objectif ultime, c'est de les accompagner dans la croissance jusqu'au moment où on est capable d'embaucher un conseiller ressources humaines qui va être à temps plein avec eux. Sinon, dépendamment du modèle, je peux les accompagner à plus long terme. Fait que moi, j'ai été dans le fond 15 ans en entreprise. Puis depuis 2014, je suis vraiment 100% en consultation auprès de différentes PME. PME d'environ combien d'employés à combien d'employés? À partir du moment où on embauche notre premier employé, là, on pourrait penser à déployer les structures. Paradoxalement, les gens pensent des fois qu'il faut qu'ils attendent d'avoir 20, 30, 40 employés. Mon core business, souvent, c'est autour de 20, 25. Là, ça commence à faire mal. C'est là qu'il y en a beaucoup qui ont le réflexe de dire, OK, là, on va se faire accompagner puis on va structurer. Mais j'ai des organisations qui ont 3, 4, 5 employés, mais qui sont sur une lancée de croissance, fait qu'avec laquelle on va designer les outils. Mais essentiellement, là, mon corps de clients va jouer entre 20, disons, et 45-50 employés. Là, c'est pas mal l'essentiel. Généralement, quand ils arrivent à 70, 80, des fois 90, dépendamment des modèles, c'est le moment de dire, OK, là, ça prend un accompagnement plus soutenu, puis là, on va considérer d'embaucher quelqu'un pour les accompagner au quotidien. C'est là qu'ils embauchent à temps plein, autrement dit. Souvent, oui. Souvent, c'est comme ça que ça va se passer. Puis moi, quand ça arrive là, on est content, puis je suis capable de transférer quand cette personne-là est embauchée, elle part pas de zéro. Il y a des outils, il y a une structure qui est en place, fait que ça fait un démarrage qui est plus smooth, qui est plus facile. Puis au besoin, si on choisit une ressource plus junior, je peux même faire un accompagnement de transition dans la première année pour former puis aider cette personne-là à se développer. Fait que c'est un modèle qui va quand même très bien. Donc, tu as les yeux vraiment et les deux mains dedans en ce moment. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, tu touches à ça tous les jours. Hein? Tous les jours. On m'en parle tous les jours, dans tous les dossiers. N'importe quel client qui va m'être référé, même première discussion préliminaire, il y a toujours une raison pour laquelle ça fait mal, il y a une préoccupation. On est toujours dans la pénurie de main-d'œuvre. C'est un sujet qui est inévitable. Et paradoxalement, je suis pas une fille de recrutement. Moi, évidemment, je suis une généraliste. Fait qu'on sait faire du recrutement, je sais comment ça fonctionne, mais dans mon modèle d'affaires, c'est pas ce que moi je fais. Mais malgré tout, j'en parle parce que c'est au cœur des enjeux de ce qu'on a vraiment chaque jour. Puis dans toutes les entreprises, puis il y a personne qui échappe. Peu importe, là, qu'on soit dans le manufacturier, qu'on soit niché. J'ai des clients, des fois, c'est au niveau salarial, les salaires sont bas. Fait que là, on peut se dire, OK, mais c'est parce qu'on est dans un marché. J'en ai d'autres qui payent des très bons salaires pour des ressources, des compétences très nichées. C'est pas une question de moyens financiers. On est vraiment la rareté de main-d'œuvre de ce que j'observe là. Il y a personne, absolument personne qui y échappe. Est-ce que tu vois des contextes où ça ralentit vraiment la croissance des entreprises? Définitivement, parce que tous les jours, je me fais dire par des clients, écoute, si je suis capable d'avoir plus de ressources, je suis capable d'augmenter, je refuse des mandats, j'ai de la business que je pourrais accepter additionnelle, je me prive parce que j'ai pas les ressources pour le faire, ou dans certains cas, ils vont prendre un risque, ils vont en prendre, puis là, il y a des ressources qui vont quitter, là, ils se retrouvent avec un surplus de travail à gérer, fait que
tous les jours, là, définitivement, que ça impacte. Puis chez la majorité de mes clients, je te dirais que s'ils étaient capables d'embaucher plus, ils feraient plus de business. OK, automatiquement, c'est un lien direct. C'est un lien vraiment direct. Puis malheureusement, il y a même des cas où la situation est tellement critique qu'on est obligé même dans la discussion d'aller jusqu'à dire, écoute, peut-être que temporairement, il faut que tu réfléchisses à ton modèle d'affaires. Il y a peut-être des activités qui ont moins de valeur ajoutée, qu'il faudrait tasser tranquillement le temps de stabiliser les ressources puis la main-d'œuvre pour après repartir de façon solide. C'est malheureux quand même là, d'en arriver à des réflexions comme ça puis il y en a que l'idée est brillante, le modèle est bon. C'est juste une question d'avoir la main-d'œuvre pour le faire. Et comment tu vois la situation, la problématique, on la connaît, mais c'est quoi les moyens qu'on peut se doter? Il y a deux problématiques. Là. Il y a d'attirer des nouveaux talents, puis après ça, il y a de les retenir. Et si on parle de l'attraction de talent, qu'est-ce que tu vois qui fonctionne? Qu'est-ce que tu vois qui fonctionne pas? C'est quoi les do and don'ts? Une des premières choses que je dis à mes clients, premièrement, oui, tu as raison, là, l'attraction de talent, c'est important, puis c'est critique, mais en même temps, quand même qu'on ouvrirait les robinets du bain, là, puis que ça coule à flot, si on n'a pas mis le bouchon dans le fond du bain là, pour retenir l'eau, là, malheureusement, on va en embaucher beaucoup, mais il va en sortir tout autant. Fait que mon bouchon, c'est la rétention, puis oui, il y a l'attraction. Puis là, c'est d'aller faire le juste ballon entre les deux. Fait que dans le volet attraction, il y a vraiment différentes questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné? Mais à la base, il faut savoir où on s'en va, c'est quoi notre image, c'est quoi notre stratégie. Il faut vraiment... Puis, tu sais, les ressources, là, sont pas infinies, puis maintenant, on est en rareté. Fait que dans le modèle, il faut optimiser les processus d'affaires. Il faut être sûr que vraiment, au niveau recrutement, on se dirige vers ce qui est vraiment essentiel dans la main-d'œuvre. Puis ensuite, c'est important que notre image, elle soit groundée, puis elle soit cohérente. À partir du moment où on est là, on est capable de se définir une bonne stratégie, mais il faut penser long terme. Penser court terme, là, tant au niveau du recrutement, l'époque où on appelait, même les agences, on appelle, on passe une commande, on est prêt à payer, il y a une ressource qui va nous arriver sur un plateau d'argent, ça va avoir coûté, par exemple, je sais pas moi, 20-25 000 de chasse de tête, on s'en fout. Même ce modèle-là, aujourd'hui, là, il fonctionne pas ou il fonctionne très, très difficilement. Des fois, on est chanceux. Fait qu'il faut vraiment penser l'attraction de talent en stratégie long terme. Ça, c'est ce que je dis à tous mes clients. Fait que ça veut dire, pense à ton image de marque, pense à ton offre, c'est quoi ton offre employée, c'est quoi qui distingue, c'est quoi l'expérience chez toi. À partir de ça, comme en vente, tu es capable d'aller définir c'est quoi ton avatar, c'est quoi ton succès, c'est quoi le type d'employé qui fonctionne bien chez vous, les succès que tu as. Puis là, on est capable d'aller développer des choses pour attirer ces personnes-là. Mais le succès va arriver sur le moyen, le long terme. C'est un long travail, là. Il y a pas de miracle. Fait qu'il faut vraiment penser l'attraction de cette façon-là. Il n'y a pas de solution miracle. Je sais qu'il n'y a pas juste un ingrédient, mais qu'est-ce que tu vois qui marche pour intéresser des employés à rester à long terme? Tu sais, qu'est-ce qui est le plus important dans le fond? Moi, je pense que c'est l'authenticité à la base, là, puis dans le fond, là, l'humain, là, la motivation, là, oui, il y a les conditions, puis c'est sûr, là, on n'a pas le gros bout du bâton, il y a une rareté sur le marché, mais vraiment, la motivation intrinsèque là, dans l'être humain, là, c'est oui d'avoir un salaire juste, mais avant ça, il y a de se développer puis de se sentir utile dans son travail puis de sentir qu'on fait une différence, qu'on est à la bonne place, qu'on est sur notre X. Fait que ça, c'est sûr que ce qui va permettre de retenir les gens puis de les attirer, la nature du défi, comment c'est organisé, c'est quoi le retour qu'on a là-dedans, comment on se réalise là-dedans. Fait que ça c'est vraiment ce qui va fonctionner. Fait que c'est important de chercher le bon type de profil parce que, dépendamment des organisations, il y a toujours des familles de profils qui ont plus de succès que d'autres. Il y en a qui ont un mix, c'est très hétéroclite, mais très souvent, là, il y a un pattern qui va aller fonctionner mieux. Fait que ça, il faut se questionner, puis il faut être réaliste, puis il faut être authentique par rapport à ça. Il faut arrêter de penser d'offrir ce que les autres offrent, puis c'est quoi les meilleures pratiques. On a besoin de flexibilité maintenant. Fait que qu'est-ce que vous, là, dans votre milieu, comment vous pouvez vous distinguer? C'est quoi les avantages de travailler chez vous, dans votre organisation? Puis à partir de là, c'est quoi la meilleure offre que vous pouvez offrir? Puis le sentiment de justice, là, c'est sûr que l'employé il a besoin de sentir qu'il est apprécié, donc qu'il y a un retour, qu'on lui donne les meilleures conditions possibles, puis qu'on reconnaît sa valeur puis sa contribution par un package qui est juste.
Mais c'est pas juste du salaire, un package qui est juste... Cette équité-là, là, ce bénéfice-là, il va chercher toutes sortes de choses. C'est quoi le contexte? C'est quoi l'environnement dans lequel on travaille? C'est quoi la flexibilité des ressources qu'on a? C'est quoi l'équilibre qui est permis? Ou c'est quoi la performance? Puis c'est quoi le défi? Parce qu'il y a des organisations où il y a des types de personnes qui vont carburer à ça. Fait que c'est pas un one size fits all. Mais comme organisation, il faut se regarder soi, il faut arrêter de regarder les autres puis de juste se mesurer à la compétition, puis il faut être authentique par rapport à soi. Moi, les modèles que je vois qui fonctionnent, là, il y en a toutes sortes. Il y en a qui n'ont pas les moyens puis que la rémunération, des fois, même, est en dessous du marché. Puis crème, on a des super bons succès parce que c'est bien communiqué, la stratégie est claire, on va au meilleur de ce qu'on peut, puis on compense partout dans toutes sortes d'autres choses, puis on est allé chercher des ressources qui fit avec ce modèle-là. Puis il y a d'autres modèles qui vont fonctionner différemment. Fait qu'il faut vraiment comme se dire, ben moi, là, comme organisation, qu'est-ce qui fonctionne chez nous? Qu'est-ce qui peut être notre succès? Puis c'est où le meilleur qu'on peut aller? Puis ceux qui ont des plus beaux succès aussi, c'est souvent les premiers qui innovent puis qui se lancent à offrir des conditions qui sont distinctives, mais qui sont un peu précurseurs. Ça, c'est ce que j'appelle l'authenticité. C'est sûr que quand tu regardes, puis que tous tes compétiteurs l'ont fait, puis là, c'est rendu un requis dans ton marché, là, tu finis par l'offrir, c'est correct, c'est mieux que rien, mais là tu suis la parade. C'est différent que quand tu frontes puis tu es en avant de la parade. Il y a vraiment une discussion, une réflexion de fond que les entrepreneurs doivent faire pour trouver cette authenticité-là qui fit avec leur réelle réalité. Oui, c'est pas évident. Puis tu parlais tantôt d'aller chercher des nouveaux talents, des nouveaux employés qui fit là-dedans. Je sais que tu utilises les tests psychométriques. C'est un outil, j'imagine? Totalement, ça. Ben, avant, là, on avait plein de candidats. Fait que là, on comparait à un moment donné, quand tu parles à 7, 8, 10, 12, tu fais 4, 5, 6 entrevues, là, ton idée se place. Maintenant, des fois, on a un candidat, c'est le seul qu'on va avoir. Es-tu bon, es-tu pas bon? On sait plus. Puis on a beau faire 2 entrevues. Fait que moi, j'amène beaucoup la valeur des tests psychométriques en cours de route. On fait une première entrevue, on voit quand ça c'est bon, mais mon approche, c'est vraiment, on fait le test psychométrique, puis on envoie les résultats aux candidats. Des tests psychométriques, évidemment, c'est un outil, là, mais c'est pas une fin en soi. Fait qu'on prend ça, puis on ouvre un dialogue. Fait qu'on le met sur la table. Voici, aux clients et aux candidats, j'envoie les résultats en même temps. Voici les résultats. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est ça, 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 ça. Je vous invite à discuter de ça, ça, ça. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que votre candidat se reconnaît? Fait que là, la deuxième entrevue, on jase au travers de ça. Des fois, ça nous amène des angles morts, des aspects de la personnalité qu'on n'avait pas vus. Des fois, il y a quelque chose qui ressort. C'est comme, mais c'est drôle, ça donne telle chose, tu te reconnais-tu? Ben oui, OK, comment? Puis, fait que là, ça va débouler. Là, tu vas découvrir que ton candidat, je sais pas, moi, dans sa vie personnelle, il adore bricoler parce qu'il est sorti super manuel. Puis bon, fait que là, ça te donne des traits de personnalité, puis tu vas être capable d'aller voir, OK, c'est quoi le fit, c'est quoi? Puis après ça, quand tu l'amènes dans ton équipe, bien, tu es capable de voir aussi la synergie avec les autres en fonction des tests, parce qu'habituellement, on a testé une bonne partie de l'équipe quand c'est pas la totalité. Fait que ça va changer aussi la façon dont on va l'accueillir, parce que c'est pas tout de le recruter, là. Dans les 2-3 premiers mois, là, même dans la première année, c'est tellement facile de repartir. Les candidats sont sollicités de partout. Puis souvent, le deuxième mois, il est critique, là. T'es pas encore confortable. Mais ton réseau et tes démarches que tu avais faites au moment de t'en venir, c'était encore là. Fait que, c'est comme, c'est facile de dire, je choke un peu parce que ça crunche un peu dans mon accueil, dans mon intégration, je vais aller voir ailleurs. Alors que, tu sais, quand on s'est bien préparé puis qu'on l'a vu venir. Fait que ça, définitivement, dans beaucoup, beaucoup de mandats maintenant, j'ai des clients qui vont faire le recrutement puis ils vont m'appeler, ils vont dire, OK, là, j'en ai 1, des fois 2. On serait prêt à aller en deuxième entrevue. Aide-nous à brasser les cartes puis à le voir. Moi, je fais juste challenger à partir des psychométriques. Puis à partir de là, on va chercher d'autres choses dans le recrutement puis on apprend un peu plus à se connaître. Fait que, puis il faut pas hésiter à impliquer l'équipe également. On peut organiser un dîner de gang, un dîner de fit que j'appelle avec le candidat. Tant pour le candidat que pour l'équipe, il y a un instinct, il y a des choses qui vont sortir de ces rencontres-là. Il y a une synergie qu'on va voir. Si à la première rencontre, on présente notre candidat à l'équipe, ça accroche, ça risque d'être difficile par après.
C'est un fait. Puis les tests aussi peuvent servir à cartographier l'équipe, j'imagine aussi. Définitivement, savoir, on fait une carte de l'équipe. C'est quoi notre synergie? C'est quoi nos patterns? Des fois, on va regarder les vides dans l'équipe aussi. Là, idéalement, on veut une équipe qui est équilibrée. Fait que des fois, de prendre conscience que, OK, ben là, on a besoin de quelqu'un qui est complémentaire à nous parce qu'il y a une zone qu'on va moins bien chercher dans l'esprit naturel de notre équipe. C'est particulièrement facile dans les organisations en croissance quand on se pose ces questions-là parce que là, on sait qu'on va acheter une ressource. Ben, au lieu de se cloner ou d'aller cloner des ressources qui sont déjà là avec des profils qui sont identiques, ce qui est des fois naturellement on a tendance à faire, bien, on peut aller chercher plutôt dans la complémentarité. Mais c'est sûr que si on ne se connaît pas comme organisation, c'est quelque chose qui va être vraiment difficile à faire, là. Absolument, mais dans les autres outils, tu sais, on parle de tests psychométriques, mais tu parlais d'intégration le deuxième mois. Oui. Est-ce qu'il y a des plans d'intégration qui se font? Est-ce que l'intégration, là, c'est pas sur une semaine là, que ça se passe. Là, c'est ça se passe sur des semaines, ça se passe sur des mois. Il faut poser, moi, une des questions que j'aime beaucoup en intégration, pas trop rapidement, parce qu'au début, là, le candidat, faut qu'il se réfère. C'est important de l'intégrer. Là. Au début, là, il y a plein de choses. On connaît pas personne, on connaît pas les noms. Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a quelqu'un qui nous appelle ou il faut qu'on parle à quelqu'un. On est comme pas trop sûr. C'est que des fois, on sait même pas comment appeler son nom de famille. Puis là, on est comme mal à l'aise parce qu'on parle à quelqu'un, puis là, on cherche dans notre tête. On fait comme, attends une minute, c'est qui donc lui dans l'organisation? Tu sais, c'est mon collègue, mais je le connais pas. C'est gênant. Je sais que c'est présenté, mais c'est gênant d'y redemander. Fait qu'il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place pour faciliter cette intégration-là. Il y a différents quick wins, il y a des plans plus structurés. Puis au bout d'un certain temps, moi, il y a une question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est pas comme tu pensais? Tu sais, ça fait, mettons, 6 semaines, 8 semaines, t'es chez nous. C'est sûr de dire qu'est-ce que t'aimes pas, t'aimes-tu ça? Tu sais, ça prend du guts pour dire, ouais, je suis pas sûre. Tu sais, qu'est-ce qui est différent? Là, déjà, on est ailleurs. Ben, qu'est-ce qui est différent? Ah, ben, écoute, c'est moins structuré que je pensais, ou c'est plus structuré que je pensais, ou la dynamique d'équipe est pas comme je pensais. OK, ben, c'est différent. Qu'est-ce que tu es habitué? À quoi tu t'attendais? Là, déjà, on va avoir des indicateurs où on va être capable d'aller voir si on est capable d'aller faire des réajustements. Corriger le tir un petit peu. Définitivement. Fait qu'il faut avoir un dialogue qui est vraiment constant. Mais vraiment, l'intégration, moi, je calcule que c'est un bon 3 mois de suivi. Là, évidemment, c'est évolutif. Là. Au début, c'est une chose, puis on avance tranquillement, puis tout garrocher, puis s'imaginer là, notre candidat va être up and running en dedans de 2 semaines. Là, ouais, non, c'est quasi impossible. Fait que quand on se connaît, puis quand on a partagé aussi, parce qu'avec les psychométriques, on partage aussi au candidat quand il rentre dans son intégration. On l'aide, lui ou elle, à mieux connaître ses collègues, à faciliter, à les repérer. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, ça va être gagnant là, à plus long terme, parce que c'est un long run, là, cette partie-là. Puis ça, on parle, OK, on a intégré, puis tout ça. Qu'est-ce que tu vois, puis peut-être ça s'adresse plus aux entrepreneurs qui ont des entreprises en croissance, des plus petites entreprises, mais c'est quoi une structure RH? C'est quoi une trousse d'outils RH qui est essentielle? Ouais. C'est quoi la trousse d'outils que ça nous prend absolument pour fonctionner? Quand on dit, moi, je veux partir mon département de ressources humaines, ouais. Typiquement, là, il y a, mettons, 3 outils qui forment ce que j'appelle la base de la pyramide, là, les 3 outils core, ceux qu'on pourrait faire quasiment au jour 1, là, notre premier employé. Le premier, c'est une structure salariale. Parce qu'on doit jaser de salaire, on a besoin d'équité, on veut des repères, puis c'est particulièrement vrai par les temps qui courent en pénurie de main-d'œuvre. Les candidats ont évidemment un avantage au niveau du marché à cause de la rareté, mais en même temps, on a un équilibre, puis à un moment donné, on va avoir une obligation en fonction de l'équité salariale. De toute façon, moralement, pour garder nos gens, il faut jouer de l'équité interne, mais il y a aussi une loi qui, à un moment donné, si on veut s'en foutre, va nous ramener à la réalité. Fait que d'avoir une structure salariale qui nous permet d'avoir une vue, puis même quand on n'a pas beaucoup d'employés, dans ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est qu'on la bâtit avec certaines projections, puis on insère des postes fictifs. On va les ajuster en temps et lieu quand on va être concrètement rendu à ce recrutement-là, mais au départ, si on n'a pas beaucoup d'employés, on va quand même ajouter des postes, puis on va être capable de bâtir une structure salariale avec une organisation qui a 3, 4, 5 employés. Là, c'est possible, ça donne des très bons résultats. Fait qu'après ça, quand on recrute,
on sait où on s'en va, parce qu'elle est malaisante, cette question-là. Là. Comment notre candidat veut? On veut pas qu'il vienne juste pour l'argent. En même temps, on veut le garder, on veut le payer à sa juste valeur. Donc, puis là, on veut pas créer d'inéquité à l'interne. Fait que ça c'est l'outil numéro 1 qui est qui est incontournable à mon sens. Ensuite, quand on parle de structure salariale, il faut avoir un processus d'évaluation de performance pour faire évoluer nos gens en fonction de la structure. Fait que le processus d'évaluation de performance, ça, c'est le deuxième outil. Fait que concrètement, oui, il y a un formulaire qui va sortir de ça, mais il y a une réflexion sur comment on intègre ce processus-là, puis on va venir le lier à notre rémunération. Puis le troisième outil vraiment typique, c'est la rémunération globale. Fait que ça, le output concret de ça, c'est un manuel d'employé. Donc, mais au-delà d'un manuel, parce que c'est facile, là, n'importe qui, on peut googler, s'imprimer un manuel, là, on va en trouver, mais l'idée, c'est quoi notre réflexion? Puis là, c'est ça, c'est quoi notre offre? C'est quoi qui fonctionne chez nous? C'est quoi nos contraintes? Puis là, on va packager ça dans un manuel d'employé qui va venir tout attacher les fils. Fait que déjà en recrutement, on sait où on s'en va, on est capable de mieux cibler, on est conscient de ce qu'on est capable d'offrir. Quand on intègre notre personne, on a un outil concret auquel se référer. Après ça, on a une évolution salariale qui est possible parce qu'on veut les garder, ces ressources-là. C'est des ressources là, qui vont bien puis qui veulent évoluer. S'ils évoluent pas chez vous, là, ils vont évoluer ailleurs. Fait que ce qu'on veut, fait qu'il faut qu'on ait notre discussion. Fait que ça, ces 3 outils-là, ça c'est la base. Ça serait la base. Puis c'est quelque chose qu'on déploie dans les dossiers qui vont aller le mieux là, à peu près 1 an. Mais des fois, chez certaines organisations, dépendamment du contexte, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans avant qu'on ait le temps de déployer vraiment concrètement là, l'ensemble de ces ressources. Ça suppose une réflexion quand même en profondeur de qui on est, surtout le manuel d'employé, entre autres, puis même la définition des postes, la structure salariale, les postes fictifs, comme tu disais. Exactement. C'est quoi la réflexion? C'est où on va? Puis là, quand on fait ça, évidemment, on va regarder le marché. Quand on va regarder le marché, on va se poser la question combien payent évidemment vos compétiteurs directs, mais aussi dans quel autre type d'industrie vos employés peuvent aller travailler. Tu sais, c'est ton compétiteur. Si toi, tu es dans le domaine des arts, oui, tes employés, peut-être certains postes qui sont très nichés, sont attachés à ton milieu, mais il y en a d'autres que leur réalité est beaucoup plus vaste là, dans la géographie. Fait qu'on se pose toutes sortes de questions qui amènent une réflexion, mais c'est définitif. Puis pour les organisations qui existent depuis longtemps, c'est d'autant plus dur, mais le ratio du coût de main-d'œuvre, il a vraiment augmenté là, dans les dernières années. Fait que des fois, il y a des organisations qui ont des référents qui ont bougé parce qu'ils étaient habitués, mettons, en fonction d'une certaine masse salariale, de dégager un certain niveau de profitabilité. Maintenant, le coût de masse salariale, le ratio augmente. Si on veut maintenir le niveau de profitabilité, c'est soit qu'il faut aller gagner en efficience dans des processus, c'est soit qu'il faut revoir la stratégie d'affaires, il faut gérer du volume, mais il reste que les proportions ne sont pas les mêmes. Une entreprise qui part de scratch aujourd'hui va se définir dans cet écosystème-là. Des fois, c'est un petit peu plus facile. Mais ceux qui roulent depuis quelques années, il y a souvent des paradoxes qu'on doit aller déconstruire. Oui, il y avait des standards de profitabilité qui sont revus à la baisse, effectivement. Qui sont revus à la baisse ou qu'il faut voir autrement. Puis des fois, c'est étonnant parce que la réflexion va nous amener ailleurs. On va implanter des systèmes, on va revoir. Des fois, on va laisser tomber dans le modèle d'affaires certaines choses, mais des fois, on est quand même capable de justifier. Puis quand on a les bonnes ressources, on a le bon carburant, puis ça se met à bien rouler, ça peut aussi donner d'excellents résultats. Oui, ça peut forcer une efficacité qui aurait dû être là même avant, mais qui était juste... Il y en a plein des entreprises on se complaisait dans les ratios qu'on avait, puis c'est correct comme ça. Exactement. Il y en a plein des entreprises qui ont du succès. C'est juste qu'il faut le voir un peu différemment. Ouais. Puis des fois, faut repenser la part d'investissement qu'on est prêt à mettre dans nos ressources humaines. Ouais. Parce que c'est des ressources humaines, mais c'est un intrant. Là. C'est une ressource, c'est un capital, c'est un investissement. Moi, j'ai mes clients, il faut que tu le réfléchisses en investissement. T'investirais-tu pour tes locaux, pour ton bureau, pour ta bâtisse? Oui, OK, ça c'est mon image. Mais là, maintenant, c'est quoi la part d'investissement que tu es prête à mettre dans tes ressources? Fait que c'est le même raisonnement. Vois-tu beaucoup de dirigeants qui n'aiment pas diriger des ressources humaines? Oui, des fois, c'est une discussion que j'ai. C'est important dans le corps, dans l'équipe. Là, parce que là, la pénurie de main-d'œuvre qu'on a, là, on en a pour à peu près un bon 8-10 ans, que ça va juste s'empirer. Là. La démographie, là, autour de 2030, là, ça va être pire vraiment que ce que c'est aujourd'hui. Fait que, ce qui est sûr, c'est que
L'année prochaine, elle va être pire que cette année, puis l'année d'après, elle va être pire que l'année prochaine. Puis là, on en a pour quelques années dans cette séquence-là. Fait que c'est sûr qu'à tous les jours, j'ai des dirigeants, parce qu'il y en a des fois qui vont s'imaginer, je vais aller chercher une consultante en ressources humaines, tu sais, je vais être libérée, elle va s'en occuper à ma place. Moi, je peux t'aider, là, mais faut que tu aimes ça, gérer ça. Des fois, dans une équipe, ça n'a pas besoin d'être tout le monde, là, mais il y en a qui n'aiment pas ça gérer des machines, il y en a qui n'aiment pas ça gérer des locaux, de l'immobilier, il y en a qui aiment ça. Bien, c'est important dans le corps de l'équipe, là, le noyau de l'organisation stratégique, qu'il y ait au moins une personne qui aime ça gérer des humains puis qui s'intéresse à ça, ça va définitivement faciliter. Quand il n'y a personne pour qui c'est sa tasse de thé, là, c'est vraiment difficile. Puis pour eux autres, c'est pesant, mais malheureusement, on peut pas. Puis faire fonctionner des humains, ça peut être aussi challengeant que faire fonctionner des machines. Ça peut être aussi challengeant que de faire réussir un succès immobilier. Faut juste s'intéresser à cette matière-là. Puis quand il y a cet intérêt-là, généralement, ça coule de soi. Fait que oui, définitivement, qu'il y a des fois où j'ai des discussions, puis c'est quelque chose que je vais mettre sur la table. Je vais dire là, faudrait aller chercher une ressource qui pour qui ça allume. Quelqu'un qui est dans la bonne chaise par rapport à ça. Quelqu'un que ça allume, là, puis qui va... Fait qu'effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. On a parlé pas mal du bouchon, dans le fond du bain. Oui. Puis c'est vrai que c'est le plus important, parce qu'on peut bien avoir une super stratégie d'attraction, mais si la rétention n'est pas là, ça sert à rien. Puis il y a beaucoup de travail aussi en rétention, puis c'est sur le long terme. Tu parlais d'une approche qui est plus au niveau du long terme, au niveau de l'attraction. Oui. Je veux dire quoi? Ben moi, ça fait longtemps là, que le miracle en attraction de talent, puis il y a des fois, c'est parfait. Là, on fait affaire avec une firme de placement, un chasseur de tête, c'est un one-shot deal, c'est un aide très ponctuel. Ça peut nous aider. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que quand ça nous aide, ça nous coûte très cher. Quand ça nous aide sur le court terme, cette ressource-là quitte rapidement, c'est un peu choquant. Mais le modèle que moi, je défends depuis plusieurs années, même avant là, qu'on soit dans l'espèce d'apocalypse dans lequel on est depuis la fameuse ère de pandémie, c'est de dire, ben, faut que tu t'accompagnes à plus long terme. Fait que j'ai toujours encouragé mes clients à travailler leur sourcing, qu'on va appeler. Fait que vraiment, d'entretenir le pipeline de candidature, le recrutement en continu, de dire, ben, moi, je suis toujours à l'affût, à l'écoute, je développe mon réseau, je me fais connaître, je connais les ressources de mon réseau, j'ai des contacts. Puis tranquillement, pas vite, j'étais à l'affût des opportunités. Fait que c'est ce qu'on va appeler un petit peu plus le sourcing, qui est une partie du volet chasse de tête. Là, dans les agences de chasseurs de tête, on va dire traditionnelles, il y a des experts qui vont travailler ça, ce volet-là d'entretenir des réseaux. Puis là, ben, c'est pour ça que des fois, il y a des agences qui vont dire, ben moi, je suis plus dans tel créneau ou dans tel créneau parce que le réseau qu'ils ont développé est plus dans ce créneau-là. Fait que moi, ce que je dis à mes clients, c'est développer votre propre créneau. Identifiez vos joueurs à l'interne qui pourraient être vos porteurs de flambeaux, qui vont vraiment vous représenter, développer pour vous ce marché-là ou travailler avec, dans certains cas, là, des experts à l'externe, mais aller chercher ce flow-là en continu pour aller recruter à plus long terme. Puis là, quand vous tombez sur une bonne ressource, là, on va y faire de la place. Puis la réalité, c'est que ils en ont tous la place. Ou des fois, on va entretenir un contact à plus long terme. Puis, il ne faut pas avoir peur d'aller développer des relations avec des candidats qui sont souvent plus juniors que notre besoin. Puis des fois, le besoin à court terme, c'est de dire, oui, mais là, aujourd'hui, je ne veux pas perdre de temps, entre guillemets, mon temps est précieux. Ce candidat-là, il est trop junior, je ne veux pas perdre de temps. Oui, mais dans 1 an, 2 ans, là, et là, il est ouvert, il veut te parler, il veut te connaître. Prends ton opportunité, puis éventuellement, ça va débouler. Puis, tu sais, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il va valoir une mine d'or dans ton réseau parce que non seulement... Puis peut-être que lui ou elle, tu vas pas le convaincre de s'en venir chez vous, mais peut-être qu'il y a des amis qui vont te référer. Fait qu'on est dans la relation long terme avec le candidat. On a le réflexe de faire ça en vente. En vente, développer nos réseaux, développement d'affaires, on entretient. Puis on sait qu'à un moment donné, il va arriver une situation, ben en recrutement, c'est la même chose. Fait que quand notre image est claire, puis qu'on a une stratégie qui est cohérente, qu'on a une image de marque qui est cohérente, puis qui est sincère, ben cet élément-là va nécessairement rapporter
un jour ou l'autre. Fait que moi, j'encourage vraiment mes clients à penser le recrutement à court terme. C'est correct, là, on peut mettre un plaster, ça saigne, tu vas le mettre aujourd'hui, mais est-ce que de nos jours, avec le contexte dans lequel on est, la pression sur les salaires, la pénurie de main-d'œuvre, les difficultés, on peut vraiment jouer la game du plaster quand ça fait pas? Je pense qu'il n'y a plus personne maintenant qui peut... Pourtant, c'est encore très répandu. C'est pas, les situations, le recrutement, la chasse de tête sont encore les moyens les plus populaires en ce moment, je pense. Définitivement. Puis il y en a qui vont bien fonctionner, mais ceux qui vont bien fonctionner, c'est souvent des relations de longue durée. C'est sûr que quand on a un bon partenaire, mais à un moment donné, ça devient pratiquement une forme de sourcing. Des fois, ça n'a pas été introduit comme ça, mais par exemple, on a le même partenaire, soit que c'est une agence de placement ou un chasseur de tête, avec lequel on travaille depuis des années, il nous connaît, il connaît notre marché, puis il va en venir lui-même instinctivement, puis c'est dans son contexte de développement des affaires. Des fois, il y a un candidat, on n'a pas un poste, puis il va avoir le réflexe de nous appeler, puis il va dire, écoute, tu sais, j'ai tel candidat, j'ai tel contexte, je verrai le fit chez vous. Des fois, instinctivement, c'est ça qui va se développer, mais effectivement, quand on y va ponctuellement, puis même ces agences-là sont rendus sélectifs, puis ils vont choisir, privilégier des entreprises avec lesquelles ils vont avoir des relations longue durée. À long terme. Ouais, parce que le court terme est difficile. Mais évidemment, il y a d'autres stratégies. Là, j'ai des clients qui vont recruter à l'étranger, qui ont des très beaux succès. Des Malaisiens, par exemple. Là, j'ai un client qui va en Malaisie, qui va chercher des ressources, les amène ici. Ça fait quelques années qu'il fait ça. C'est des investissements, mais dans son cas, dans son modèle d'affaires, ça fonctionne bien. Fait qu'il y a différents modèles, mais encore une fois, on est toujours dans le long terme. Si demain matin, tu as besoin d'une ressource, tu penses qu'en claquant des doigts, tu vas l'avoir, c'est peu probable. C'est pas comme, Même anciennement, là, on avait besoin d'une réceptionniste pour remplacer des vacances de Noël. On pouvait appeler une agence puis dire « Envoie-moi une ressource pour 2 semaines temporairement ou les vacances d'été. » Mais même là, ce flot-là de main-d'œuvre qui était toujours disponible, il n'est pas là. Puis là, oui, on a un contexte économique qui s'annonce et qui commence à être difficile. Puis on a des référents là-dessus parce qu'on a déjà vécu des crises économiques, mais on n'a jamais vécu de crise économique dans laquelle on avait une pénurie de main-d'œuvre comme on a actuellement. Ce qui nous attend là, dans les prochaines années, il n'y a personne qui l'a vécu. Il n'y a personne qui peut dire hey, « moi, je le sais ». On n'a pas le référent. Donc, fait que c'est vraiment... Fait qu'on est tous dans une espèce de brouillard. Mais définitivement, moi, les plus beaux succès que je vois, c'est les entreprises qui se connaissent, qui s'assument, qui développent une authenticité, puis qui vont de façon généreuse et intègre dans le créneau où ils peuvent se permettre, puis qui sont prêts à rémunérer à la juste valeur les ressources qu'ils ont. Puis eux autres, ils vont garder leur talent, puis aller susciter un engouement. Puis qui regardent sur une stratégie en continu puis à long terme. Ah, définitivement. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir contribué à nous offrir ton expertise aujourd'hui. Écoute, je sais que tu es hyper occupé, mais si jamais on veut te poser une question, on veut savoir si tu pouvais nous aider dans nos affaires, si nos auditeurs peuvent te rejoindre, comment? En fait, je vais être sur LinkedIn, c'est la meilleure façon pour me rejoindre. Sinon, j'ai mon site web également sur lequel il y a mes coordonnées. Donc, ça va me faire plaisir là, de répondre à vos auditeurs ou à tout entrepreneur qui a des questions sur le type de service que j'offre et de partager aussi mon réseau parce qu'on est quand même plusieurs dans ce modèle-là. Donc, mon entreprise s'appelle pivot-rh.com. Donc, pivot, pas de T, rh.com. Super, merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci d'être venue aujourd'hui. Ça fait plaisir, Simon. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.